Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le deuxième jour de bourse pour Stellantis et la deuxième envolée du cours de bourse. Stellantis qui était déjà la vedette hier sur le marché parisien. Donc évidemment, l'entité issue de la fusion entre Peugeot PSA et Fiat Chrysler. Le titre gagne encore 5-6% aujourd'hui à la mi-journée. Stellantis qui a vu ses marques phares, Peugeot ou encore Fiat Chrysler, réussir à augmenter leurs ventes en Europe au mois de décembre dans un marché automobile européen qui a reculé de près de 4% sur le dernier mois de l'année. Un marché automobile européen dans son ensemble qui s'est effondré de quasiment 25% au cours de l'année 2020. Ça restera évidemment un des marqueurs forts de cette crise pandémique et de ses conséquences, mais contre la tendance du marché, PSA et FCA ont réussi à faire progresser leurs ventes, je le disais, et donc ça justifie une nouvelle flambée du titre Stellantis aujourd'hui. La vedette du jour encore sur le marché parisien. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On attend des résultats à nouveau en provenance des États-Unis. La séquence de résultats annuels commence tout juste. On a eu déjà quelques grandes banques américaines qui publient en fin de semaine dernière. Ça va continuer en début d'après-midi avec Bank of America ou encore Goldman Sachs. Et puis ce soir, après la clôture de Wall Street, de retour d'un week-end de 3 jours, c'est Netflix qui publiera ses résultats et ses perspectives pour l'année à venir. Enfin, l'événement politique du jour qui sera suivi évidemment par les intervenants de marché, c'est l'audition de Janet Yellen prévue en milieu d'après-midi chez nous à Paris devant la commission financière du Sénat. Une audition en vue de sa confirmation comme future secrétaire américaine au Trésor. Janet Yellen, on a déjà eu les bonnes feuilles de son intervention qui se prépare à vendre le plan de relance de Joe Biden, 1,9 trillion de dollars. Il faut voir les choses en grand. Act big, go big or go home. Voilà le message que va livrer Janet Yellen aux sénateurs et aux élus américains cet après-midi. Tendance, mon ami, les infos clés à mi-séance sur les marchés européens, c'est tous les jours à 12h30 dans Bismart avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs restent très focalisés sur les actualités du côté des valeurs depuis ce matin, en attendant l'audition de Janet Yellen face au Sénat aux États-Unis cet après-midi. Auditionnée par les sénateurs en vue de confirmer sa nomination au Trésor, celle-ci devrait, selon plusieurs médias américains, notamment en profiter pour défendre le plan de relance de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden. Elle compte en effet mettre en avant que dans un contexte de taux historiquement bas, il est nécessaire de faire les choses en grand dans la lutte contre la Covid-19. Janet Yellen compte notamment tenter de rassurer les détracteurs de ce plan qui ont peur qu'il ne vienne encore plus creuser le déficit fédéral en leur expliquant que les avantages sur le long terme seront supérieurs au coût du plan en lui-même. Janet Yellen qui devrait également rassurer sur le sujet des devises en rappelant que l'objectif des États-Unis n'est pas de faire baisser le dollar. On notera que juste avant cette prise de parole et juste avant l'investiture de Joe Biden qui se tiendra demain, le rendement de l'emprunt à 10 ans des États-Unis oscille autour de 1,11% à la mi-journée. Et du côté des statistiques, à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice ZOO de la confiance des investisseurs allemands. Celui-ci ressort à 61,8 points en janvier, là où Reuters attendait un consensus de 60. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Alstom annonce une croissance organique de 2% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Avec un chiffre d'affaires à 2,05 milliards d'euros, le groupe confirme au passage ses perspectives pour l'exercice en cours. Alstom vise un chiffre d'affaires annuel de son exercice décalé compris entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros, ainsi qu'une marge d'exploitation comprise, elle, entre 7,7 et 8%. Danone fait face ce matin à une lettre reçue par le fonds Bluebell Capital, lettre adressée aux dirigeants du groupe alors que le fonds activiste est entré au capital de l'entreprise en fin d'année dernière. Dans la lettre, il réclame notamment une révision de la gouvernance et de la stratégie du groupe, comprenant le remplacement de son PDG Emmanuel Faber. Bluebell estime notamment que le PDG n'a pas réussi à gérer au mieux l'équilibre entre retour de valeur pour les actionnaires et développement durable. Danone n'a pas souhaité commenter ces informations de son côté.
On passe maintenant au feuilleton Veolia-Suez. Bruno Le Maire a réaffirmé hier être favorable à un tel rapprochement. Le ministre de l'économie qui souhaite évidemment un rapprochement amical entre les deux concurrents. Dans le sillage de cette prise de parole, Antoine Frérot, le PDG de Veolia, a estimé que Suez ne disposait toujours pas de véritable alternative au projet de rachat qu'il propose donc malgré l'annonce hier d'une lettre d'intention des fonds Ardian et GIP. Stellantis continue de progresser de son côté, porté par les chiffres du secteur automobile européen. Si le secteur et les deux groupes, donc PSA et Fiat Chrysler, qui ont donné naissance à Stellantis, ont accusé un net recul sur l'année 2020, la tendance s'est inversée en fin d'année. PSA a vu ses ventes progresser de 1,5% en décembre, là où celles de Fiat Chrysler ont progressé de 7,5%. Et on finit avec Couche-Tard qui annonce de son côté qu'il reste prêt à reprendre les discussions en vue d'un rachat de Carrefour dans le cas où le gouvernement français changerait d'avis. Et on finit avec un petit tour du côté des matières premières. Le pétrole qui à la mi-journée est au-dessus des $55 le baril de Brent. L'once d'or qui, elle, s'apprécie aux alentours des $1840, tandis que l'euro-dollar sur le marché des changes s'apprécie, lui, à la mi-journée juste au-dessus des $1,21 pour 1 euro. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. L'analyse de marché, c'est chaque mardi avec les équipes de CPR Asset Management, analyse et stratégie de marché. C'est aujourd'hui Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR AM. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être avec nous. Commençons quand même à nouveau par la pandémie. On a l'impression que le risque de l'urgence sanitaire reste évidemment au premier plan pour les investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, Arnaud? Est-ce qu'on peut avoir l'espoir toujours que le pic mondial de la pandémie soit en train d'être dépassé? Effectivement, c'est bien le front sanitaire qui est clé pour l'ensemble de l'économie et les marchés en particulier. Donc, les tout derniers chiffres de l'OMS, on a l'impression qu'elles indiquent une tendance globale au léger ralentissement. Donc, on va attendre la confirmation, mais ça, évidemment, ça serait de bons signes pour la suite. On peut se poser la question si, effectivement, aux États-Unis, on a franchi le pic. Si on regarde en moyenne hebdomadaire, parce que ça évite les effets liés au samedi et au dimanche, sur l'ensemble des États des États-Unis. Donc, on aurait 5 États qui voient une augmentation encore du nombre de cas, 13 qui voient une stabilité, mais 38 qui voient une baisse du nombre de cas. Donc, aux États-Unis, on a l'impression que ça va dans le bon sens. En Europe, on a sur le marché anglais, qui a été très impacté avec des mesures drastiques fortes, mais là aussi, en moyenne hebdomadaire, on a une petite baisse du nombre de cas depuis quelques jours. On voit la même chose en Allemagne et en Europe centrale. En France, on a plutôt encore sur un plateau assez élevé. Et pour finir le tour du monde, donc en Asie, la Corée, on voit une nette baisse du nombre de cas. Au Japon, une baisse petite, mais à confirmer. C'est vrai qu'il y a quand même malgré tout d'autres pays émergents où là, on ne voit pas de baisse à ce stade. Il faut être encore prudent parce que, évidemment, un virus mutant qui deviendrait encore plus contagieux, ça peut ralentir la sortie du tunnel. Mais malgré tout, on a l'impression que le phénomène est assez global et que, même s'il n'est pas uniforme, et qu'on a peut-être effectivement franchi le pic global du nombre de cas à travers le monde. Bon. À confirmer, mais évidemment, la pandémie, l'urgence sanitaire immédiate reste la préoccupation principale des investisseurs, quand bien même le marché fait toujours le pari, évidemment, des vaccins à terme et de la réouverture des économies. Sur le front de la politique, l'événement du jour, alors c'est Janet Yellen devant le Sénat, mais ce sera surtout demain l'investiture de Joe Biden et le coup d'envoi des 100 premiers jours pour l'administration Biden. Est-ce que ces 100 premiers jours seront clés pour la suite, pour l'économie américaine et pour les marchés, Arnaud? Oui, il faut se rappeler qu'effectivement, à chaque fois des nouveaux présidents, on parle des 100 premiers jours comme des jours importants parce que c'est là où il y a beaucoup de mesures qui sont mises en œuvre. Là, on a l'impression que c'est encore plus important pour Biden, étant donné qu'il a la majorité au Sénat, mais très serrée. On sait très bien que le Parti démocrate peut à terme être un peu moins uni et il peut y avoir des divisions qui se mettent à l'œuvre, auquel cas on pense qu'il y aura l'équivalent d'un état de grâce qui va effectivement être mis à profit par l'administration Biden pour le plus possible mettre en place son programme. Donc il a rappelé les 4 priorités, donc évidemment le front sanitaire, donc on imagine par exemple la généralisation des masques dans les lieux où l'administration fédérale
à la direction. Mais évidemment aussi, il y aura des mesures du plan de soutien, on va revenir. Et puis, au passage, il a quand même rappelé les deux autres points qui sont la lutte contre le réchauffement climatique, donc avec l'administration Biden qui va revenir dans les accords de Paris, et la lutte contre les inégalités, notamment raciales. Mais si on fait un focus sur le plan de soutien, parce que c'est évidemment les marchés vont regarder ça de près, donc on verra ce qui sera mis en place. Est-ce que c'est bien 1900 milliards ? Au passage, on sait que même si la majorité est serrée, mais les procédures de réconciliation au Sénat font que ce genre de grand plan peut passer uniquement avec une majorité simple, sans difficulté de la part des républicains. Alors, on évoque évidemment des versements de chèques, des dettes pour les collectivités locales qui ont été oubliées par le précédent plan de 900 milliards, mais aussi évidemment aussi des grands plans sur les écoles et universités notamment, et puis l'extension des programmes d'assurance chômage. On sait très bien que pour l'instant ça s'arrêterait en mars, et donc il faut donner plus de visibilité, et donc là ça pourrait aller jusqu'en septembre. Et on a en tête aussi, il y a de toute façon une envie d'aller vite, et donc la mise en place des décrets, ce qu'on appelle là-bas les executive orders, notamment pour le moratoire les moratoires de la dette pour les étudiants, ou bien le moratoire aussi pour les expulsions, puisqu'effectivement en ce moment c'est plus compliqué pour certains pour payer les loyers. Donc tout ça, focus quand même sur le soutien à la demande, à la consommation. Oui, exactement. Tout ça justement nous incite à penser que la consommation américaine devrait bien tenir dans son ensemble, avec une telle mesure de soutien, et on ne devrait pas avoir trop de surprises défavorables de ce côté-ci, parce que on sait très bien que c'est la consommation qui va permettre d'assurer le relais de la croissance plus tard. Parce que globalement, il faut avoir en tête que malgré tout, donc les mesures de soutien vont être très fortes. Et est-ce qu'il y aura un handicap côté financement de l'État américain ? Est-ce que oui ou non, avec 1900 milliards de plus, est-ce qu'il n'y aura pas de problème d'émission du côté de la dette américaine, et notamment le fameux 10 ans américain qu'on regarde de près? Est-ce que oui ou non, il va être sous contrôle? Donc on a franchi les 1 en cours de début d'année, on est à 1,12 aujourd'hui. C'est vrai que c'est un point d'attention, malgré tout, parce que autant le financement du déficit américain avait été facilité en 2020 parce que c'était de la dette courte que l'État américain avait mis, des T-bills, maturité inférieure à 1 an, autant cette fois-ci ils vont émettre du long, donc des maturités longues, 10 ans et plus. Et par exemple en mars, on aura 400 milliards d'émissions, ce qui est beaucoup, c'est le montant record. Donc on verra la réaction du marché. Est-ce que la demande va pouvoir suivre cette offre? On sait que la Fed, ça là, mais la Fed va être un peu moins présente en 2021 qu'en 2020. Donc pas d'inquiétude à court terme, mais on sait que ça pourrait être un catalyse d'un scénario plus compliqué en raison l'été ou l'automne prochain. Donc le mois de mars qui sera un mois test effectivement là pour le Trésor américain. Oui, exactement. Parce que globalement, ce qu'on peut dire sur la macro, donc on sait très bien qu'il y a une dichotomie entre l'industrie et les services. L'industrie a publié plutôt la production industrielle à travers le monde, c'était plutôt des bons chiffres. On a eu les États-Unis, donc à plus 1,6 en progression au mois de décembre. On a eu la Chine qui a publié aussi un chiffre en décembre plutôt plus fort que prévu, à plus 7,3. L'Europe, on n'a pas les chiffres de décembre, mais en novembre, c'était plutôt bien orienté à plus de 5. Donc globalement, on voit des chiffres de production industrielle dans le monde plutôt assez élevés. Et d'ailleurs, ça se traduit au passage par parfois des goulots d'étranglement. On voit des coûts de transport, notamment maritime, qui sont en train de bien monter. x4 sur les 2 dernières semaines, par exemple, entre l'Europe et la Chine. Les semi-conducteurs sont aussi un marché qui est qui subit pas mal de pression. On verra l'impact sur les tarifs, etc. Donc, l'industrie se porte plutôt bien mieux que ce qu'on imaginait, et par contre encore à surveiller l'ensemble de la partie consommation, mais on est plus favorable grâce aux mesures de soutien à l'œuvre aux États-Unis, on en a parlé, mais aussi en Europe, qui sont bien présentes. En conclusion, Arnaud, là, quelle stratégie d'investissement vous semble appropriée à ce stade? Donc on garde encore les actions. Encore une fois, les mesures de soutien permettent de garder des positions en action. Et on a l'impression que, au-delà des indices eux-mêmes qui devraient bien être favorables,
La rotation sectorielle va reprendre dès que, effectivement, on aura confirmation qu'on a franchi les pics du côté front sanitaire. Et auquel cas, il faut avoir en tête que la rotation vers le secteur value au sens large, banque, industrielle, etc., matières premières, qu'on a connu en novembre, devrait revenir d'actualité dans les sans semaines dégradation supplémentaire du sanitaire, vous dites qu'il y a encore du chemin à faire du point de vue de la rotation sectorielle, value. Oui. Il y a eu une pause en décembre et un peu en début d'année, mais elle devrait reprendre avec, encore une fois, une perspective qui s'améliore un petit peu du côté du front sanitaire. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour vos remarques, votre analyse du jour, l'analyse de marché, la stratégie de marché des équipes de CPR Asset Management et Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR. Et c'est David Mellul qui m'accompagne à présent en plateau, le directeur général de Varenne Capital. Bonjour et bienvenue David. Bonjour Grégoire. L'idée c'était de faire un peu le point sur le développement de Varenne à l'issue de l'année 2020. Je notais une collecte nette positive, des encours qui dépassent les 2 milliards d'euros, c'est ça aujourd'hui, un peu plus de 2 milliards. Et puis des performances sur 2020 qui ont été à 2 chiffres pour vos fonds, je crois. Oui, tout à fait. Est-ce que ça donne une année positive du coup, malgré la crise pandémique pour la maison Varenne? Oui, je pense effectivement qu'on fait partie des maisons qui ont su tirer leur épingle du jeu dans un contexte qui était très particulier. Alors, côté performance, d'abord, effectivement, toute la gamme affiche des performances à 2 chiffres. Donc, c'était pas aisé. C'était pas écrit d'avance. C'était pas écrit d'avance, surtout pour personne. Quand on repense aux séances du mois de mars 2020. Et donc, assez naturellement, ça s'est traduit sur la partie commerciale par une collecte forte. Donc, aujourd'hui, on affiche près de 2,2 milliards d'actifs sous gestion. Donc, sur la partie commerciale comme sur la partie gestion, le bilan est globalement positif. Ouais. On va revenir sur vos stratégies de marché, la manière de gérer chez Varenne Capital. Mais en termes de développement, vous êtes indépendant, je le rappelle aujourd'hui, plus de 2 milliards d'encours. C'est quoi les ambitions pour Varenne? C'est l'international, je crois, David. Alors, être indépendant et être à l'international. Rester indépendant résolument. Effectivement, maintenant qu'on a beaucoup investi, Varenne est une société de gestion qui existe depuis 2007. On a beaucoup investi dans l'infrastructure de gestion. Nous sommes maintenant en mesure d'absorber une croissance plus importante et donc nous investissons dans le développement en gardant toujours en tête cette priorité que nous sommes une société de gestion. La priorité est donc la gestion et la génération de performance. Mais dès lors que nous pensons être en mesure de continuer à soutenir le rythme de performance que nous avons affiché jusqu'à présent, effectivement, on accélère sur la partie commerciale. Donc une équipe commerciale en France et maintenant une équipe en Belgique, une équipe en Angleterre et des partenariats de distribution, un qui a été signé au Japon et un autre au cours du 4e trimestre 2020 aux États-Unis. C'est quoi les ingrédients, effectivement, à travers ces partenariats pour aller chercher le marché asiatique, aller chercher le marché américain, David? Bien, ce sont des marchés qui ont un appétit pour les gestions européennes, qui préfèrent aller chercher de bons gérants actifs en Europe, directement basé dans la zone. Et il y a, notamment pour les investisseurs asiatiques, aucune contrainte à acheter des véhicules dans les formats européens. Donc les produits sont facilement achetables et maintenant il y a un intérêt pour cette thématique ou pour les acteurs européens, même s'ils rayonnent de façon globale. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a des expressions d'intérêt très fortes des 2 côtés du globe, on va dire, je comprends. Asie et US. Et le marché américain, c'est une ambition forte aussi. C'est pas un marché facile, j'ai l'impression, pour qui est très concurrentiel. Les sociétés de gestion européennes. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par faire ses preuves sur son propre marché avant d'essayer d'aller chez les voisins si on n'en a aucune légitimité. Nous pensons qu'aujourd'hui, le track record de Varenne est satisfaisant ou suffisant, en tout cas, qui nous permet d'être légitime. Maintenant, pour aller sur la terre la plus concurrentielle qui soit, là aussi où il y a peut-être les investisseurs les plus sophistiqués et ceux qui ont le plus d'appétit pour une gestion comme la nôtre. Si on revient sur la gestion, justement, la stratégie de Varenne Capital, déjà, qu'est-ce que vous retenez des performances? Alors, vous dites performance à 2 chiffres pour les fonds phares de la maison. Quels ont été les moteurs de performance? Vous avez différents moteurs, plusieurs axes dans votre gestion. Qu'est-ce qui a
permis de délivrer la performance en premier lieu? Alors, vaste question, puisque l'analyse de la performance 2020 doit être mise en perspective avec l'année 2020, puisqu'on a eu quand même plusieurs années en une. On a eu un premier trimestre qui était très très difficile, puis après une forme de normalisation et des marchés qui sont repartis plus à la hausse. Donc, un rappel déjà sur la gestion Varenne, nous avons cette particularité d'assembler dans notre gestion 4 moteurs de performance. Un socle qui est toujours actif dans notre gestion, c'est la poche longue action. Il s'agit là de sélectionner des entreprises de très bonne qualité qu'on va acheter avec une décote importante. Et puisque nous voulons, chez Varenne, dissocier les opportunités des risques, à la différence de certains gérants qui vont piloter le niveau d'exposition, nous, on veut pouvoir sereinement saisir des opportunités lorsqu'on les trouve. Donc, on a ajouté des... Pas obligé de réduire ses ambitions dans les opportunités qu'on décèle. Ben non, finalement, quelle est ma légitimité ou mon expertise? Elle est, si j'en ai une, si nous en avons une chez Varenne, elle est dans la capacité à trouver des sociétés très bien gérées, avec un avantage compétitif durable. Notre capacité à anticiper une tendance de marché, on n'essaye même pas de... Pour rester très humble, mais tout le monde essaye de chercher la tendance, mais il faut beaucoup d'humilité par rapport à ça. Il y a une façon de répondre à cette problématique, c'est de dire je ne touche pas à mes convictions. En revanche, j'ajoute aux côtés de cette stratégie de corps, j'ajoute des stratégies de décorrélation et de couverture. Au nombre de 3, globalement, la stratégie short action, on peut la désactiver si on considère que l'environnement n'est pas opportun, mais on peut également activer cette stratégie qui a pour but de générer de la performance et pas de couvrir l'exposition mais vraiment d'ajouter de la performance. Deuxième stratégie de décorrélation, l'arbitrage de fusion-acquisition en se concentrant sur un univers relativement sécurisé, en se concentrant que sur des opérations qui sont annoncées et amicales. Et puis enfin, vient une quatrième stratégie qui est dans tous les fonds, c'est la stratégie de couverture macroéconomique contre des risques extrêmes. C'est vraiment là qu'on va couvrir le risque résiduel de la poche longue. Donc vous me posiez la question de 2020. Au premier trimestre, alors que la stratégie cœur a été emportée dans la baisse extrêmement forte et violente des marchés, même si on avait de très belles sociétés, elles ont quand même été emportées par l'inertie du mouvement. Les décorrélations fonctionnaient. Eh bien exactement. La stratégie notamment de couverture macroéconomique a généré une performance positive très importante, aux côtés de la stratégie short, qui à L2 ont compensé plus de 50% de la baisse de la poche corps. Et puis, autre environnement, autre phase de marché, viennent les 2, 3 et 4e trimestres 2020, où là, c'est à nouveau la poche longue qui a généré de la performance, et les autres stratégies qui étaient... qui ont amené une contribution qui était inférieure. Donc, les deux grands moteurs qu'il faut mettre en exergue sur 2020, peut-être, les deux qui justifient en tout cas le bon comportement de la gestion avant de regarder les performances, c'est le comportement qui m'intéresse. Premier trimestre, la stratégie de couverture macroéconomique et puis sur le reste de l'année, la poche corps. Quelle analyse est-ce que vous faites du marché là, en ce début d'année 2021? Question très ouverte. Et qu'est-ce que ça implique dans vos fonds en termes de positionnement là, pour démarrer cette année, David? Question très ouverte et vaste question. Globalement, on entend beaucoup que le marché est cher. Ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes qui disent que des entreprises qui se payaient 20 fois les earnings, le PE était égal à 20 il y a un an ou deux, il est à 40 aujourd'hui. Tout ça, ça n'a plus beaucoup de sens. Le price earning, sans rentrer dans un cours, c'est le cours de bourse divisé par l'earnings per share. Finalement, dans un environnement comme 2020, où le chiffre d'affaires globalement des entreprises, je généralise un instant, mais a été dégradé, forcément les earnings, donc les résultats des entreprises ont été dégradés. Donc regarder des PE 2020 sur des PE 2018, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut changer d'angle de lecture. Mais c'est vrai que lorsqu'on observe que finalement sur 12 mois, les principaux indices, que ce soit le CAC 40, le DAX ou le NYSE, affichent des performances qui sont dans une fourchette entre -7 et +5, on peut quand même se dire que les marchés, la valorisation des marchés a corrigé cette crise sanitaire et économique, alors que la réalité économique des entreprises est tout autre. Donc il y a un décalage aujourd'hui entre les fondamentaux, la réalité, et la valorisation des actifs. Donc dans ce contexte, effectivement, on peut probablement dire que le marché est assez cher. Non, moi je suis toujours assez prudent là-dessus. Notre approche chez Varenne, c'est que nous sommes très sélectifs. Nous sommes vraiment des stock pickers. Et en étant très sélectifs, nous pouvons trouver des entreprises qui ont cette capacité à s'extraire de l'environnement macroéconomique dans lequel elles évoluent. Des sociétés qui ont réussi à tirer finalement leur épingle du jeu. Et donc il y avait des opportunités à trouver sur le long comme sur le short. Nous en avons trouvé en 2020. On en trouve en ce moment et on n'a pas de doute sur notre capacité à en trouver en 2021.
Ouais, c'est-à-dire jouer la résilience des entreprises, c'est ça le thème pour vous sur 2021. Enfin, on parle de la rotation value, d'aller chercher ce qui se paye le moins cher aujourd'hui dans le marché. C'est pas forcément toujours un signe de grande qualité. Des entreprises qui se payaient pas cher avant la pandémie, qui se payent encore moins cher aujourd'hui, on en trouve beaucoup. Jusqu'où vous êtes prêt à aller dans cette idée-là, David? Alors déjà, vous disiez tout à l'heure la résilience. Et plus que résilience, c'est-à-dire la capacité à amortir la baisse et à bien repartir dans la hausse, il y a des sociétés qui elles-mêmes ont très très bien fonctionné. Oui. Elles ont été en croissance nette. Ce sont ces sociétés-là qui sont les mieux positionnées, celles qui sont peut-être un peu plus sur la partie digitale, s'il faut illustrer le propos, que sur les magasins physiques qui ont été fermés pour certains de nombreux mois en 2020 et peut-être à venir encore. Donc il y a de très belles entreprises. Après, les rotations sectorielles et les secteurs en tant que tels, je suis toujours là encore assez prudent. Déjà, mettre des étiquettes à des entreprises, c'est toujours assez difficile. On entendait avant par value des entreprises de bonne qualité qu'on payait pas cher. On entendait on opposait ça à des entreprises growth ou quality. Bon, on peut trouver des sociétés de très bonne qualité qui ont de la croissance et qui traitent avec une décote importante. Value trap, la notion est pas très très loin. Des entreprises qui finalement paraissent pas chères et elles resteront durablement pas chères. Donc dans ce contexte-là, finalement, nous on aborde tout ça de façon totalement agnostique, indépendamment des secteurs. Il est même à l'inverse. Nous sommes capables de trouver des opportunités dans les secteurs qui sont justement qui subissent une rotation sectorielle qui leur est défavorable. Je comprends. Ça peut être un bon point d'entrée lorsqu'on a un horizon d'investissement qui est à plus que 3 mois ou 6 mois, ce qui globalement est quand même à privilégier dans ce contexte-là, parce que là, encore plus maintenant que par le passé, c'est très difficile de se projeter. Donc avec un horizon d'investissement de long terme, finalement, on peut faire son marché dans des rotations sectorielles défavorables. Ça peut être un bon moment. Je comprends. Pour la partie croissance, vous dites on peut trouver des prix raisonnables sur la partie croissance. On peut trouver des prix raisonnables. Alors, encore une fois, croissance, quality, on peut trouver des prix raisonnables. On peut trouver des prix raisonnables parce que les entreprises ont bien fonctionné. Et puis après, cette notion de valorisation de marché, là encore, on peut la mettre, on peut la discuter parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont baissé leur coût de structure. Et donc, si finalement on a un monde post-Covid qu'on attend tous, avec le plus productif, qui repart à la hausse de façon forte, avec des coûts de structure qui sont plus faibles, on va avoir des niveaux de marge qui vont être très très élevés. Et finalement, cette valorisation qui paraît pour certains un peu élevée va s'avérer très attractive. Donc il faut vraiment se dissocier la notion marché, secteur, des belles opportunités. Et ça veut dire, je vous laisse finir David, mais ça veut dire qu'en 2021, le moteur de performance, ça va être le choix et la sélection des titres avant tout ? Clairement, de toute façon, quelle que soit la typologie de l'investisseur, il faut être sélectif. C'est le moment peut-être où la gestion active a encore plus de place à jouer dès lors qu'elle est bien faite, qu'elle est pertinente. La gestion active, moi j'ai jamais rien eu contre ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut être très sélectif. Donc on dit souvent à nos allocataires ou à nos clients, soyez sélectifs dans le choix de vos gérants. Charge à nous d'être sélectifs dans le choix de nos investissements. Donc nous sommes encore plus sélectifs peut-être que par le passé, si c'est encore possible, mais nous sommes très très sélectifs, mais il y a des opportunités. Merci beaucoup David, merci d'être venu nous voir dans Smart Bourse à la mi-journée. David Mellul, directeur général de Varenne Capital, qui était notre invité aujourd'hui dans cette tranche 12h30, 13h. Nous on se retrouve en direct à 18h30 pour la deuxième édition de Smart Bourse sur Bismart.